Beaucoup pour cette invitation et pour ce titre. Alors le contraste va être probant. Nous n'avons pas de littérature explosive sur l'année 2015 chez le trauma crânien, je suis désolé. En revanche, on a quand même des idées et des projets pour améliorer le pronostic de ces malades. Donc il s'agit d'une population jeune avec un pronostic très sévère, comme vous le savez, et l'hypothèse scientifique proposée, c'est que la qualité de la prise en charge initiale, et donc réanimatoire, pourrait modifier le pronostic de ces malades. Ce qui n'est pas évident de prime abord, mais on a quelques arguments pour penser qu'on puisse aller dans ce sens-là. En revanche, et c'est là où c'est assez déroutant, toutes les études et donc l'evidence-based medicine a tendance à montrer que nous sommes dans l'incapacité de prouver l'efficacité de traitements forts dans cette prise en charge, ce qui est quand même une impasse scientifique. On a à la fois une hypothèse, à la fois une population qui nécessite des soins et des vraies difficultés à prouver l'efficacité de certains traitements, probablement, et on va essayer de les envisager ensemble, à cause de différents biais, différentes pathologies liées à ce traumatisme crânien. Une seule étude est de niveau 1 quand on prend les échelles classiques qui montre l'efficacité des stéroïdes en prophylactique chez ces malades. Donc ça, ce sont les guidelines qui avaient été éditées en 2007 et depuis, en pratique, les grandes sociétés savantes n'ont pas édité de guidelines récentes et donc on est un peu sur le fait accompli avec peu d'evidence-based chez ces malades. En revanche, et c'est là aussi un contraste intéressant, on voit que la mortalité de ces malades, quand on fait des études épidémiologiques, baisse de à peu près 10% tous les 10 ans depuis maintenant 25 ans. Donc on est devant finalement un quiproquo, une situation intéressante où nous n'avons pas la preuve de traitements qui ont été mis en place dans les différents centres, mais pour autant qui ont montré une efficacité globale sur cette population. Pour prendre la grande image du cerveau, en pratique, on le sait tous, c'est un organe très vulnérable qui consomme énormément d'oxygène et la consommation énergétique est principalement liée à l'électrogénèse et au métabolisme cellulaire. Donc le cerveau est un des organes les plus consommateurs et les plus vulnérables sur le plan du transport et de l'oxygène pour maintenir un bon métabolisme. Et si on reprend la plupart des traitements qu'on met en place chez ces malades, en pratique, le but est de préserver le transport en oxygène dans sa globalité. Et donc, sur le côté débit sanguin cérébral, on connaît bien les déterminants maintenant. En pratique, une partie des déterminants sont liés à la pression de perfusion, dont on connaît la définition. Une autre partie est liée à la PCO2, qui va être déterminante dans la prise en charge. Et la troisième partie qui est liée à la volémie, pour lequel il faudra probablement aussi améliorer notre prise en charge. Et puis, le dernier point de la réserve en oxygène, c'est le contenu artériel en oxygène avec l'hémoglobine et la saturation très facilement maîtrisables chez nos malades. Les lésions cérébrales aiguës, en pratique dans leur ensemble, et c'est vraiment le cas quand il s'agit de traumatisme, on est devant une agression hypoxo-ischémique avec une déplétion en ATP intracellulaire qui génère chez cet organe qui est très polarisé, une dépolarisation membranaire avec un relargage du contenu vésiculaire qui est principalement glutamatergique dans le cerveau. Et la conséquence de cette agression sera l'excytotoxicité dans son ensemble, que je ne vais pas aborder, mais qui amène à la fois des processus très rapides de mort neuronale et puis des processus plus lents qui mettent en place en fait tous les systèmes de l'apoptose et qui vont finalement générer des dégradations neurologiques retardées par rapport à la prise en charge. Et c'est ça en fait toute l'hypothèse de nos prises en charge, c'est qu'en pratique devant une lésion primaire à l'accueil du malade, il y aura très probablement des facteurs sensibilisants qui vont générer une aggravation de ces lésions et générer des lésions secondaires. Et la stratégie thérapeutique à mettre en place, si elle est efficace, voudra plutôt traiter la lésion secondaire et son aggravation que évidemment travailler sur la lésion primaire qui est antérieure à la prise en charge. Ce qui va dans ce sens, ce sont principalement des études épidémiologiques. La plus belle étude, celle qui a réussi à montrer justement ce qu'on appelle les AXO, c'est-à-dire les agresseurs cérébrales d'origine systémique, est celle de Chestnut qui avait montré en 1993 qu'une hypoxémie, une hypotension artérielle et puis l'association des deux sont réellement associées avec la mortalité de ces malades. Et donc, de fait, les réanimateurs se sont dit, si on connaît les facteurs qui sont finalement des marqueurs associés avec la mortalité, probablement qu'on peut en faire des facteurs causaux de la mortalité et donc on va jouer sur ces marqueurs en les contrôlant pour éviter une surmortalité. Est-ce qu'on a des nouveautés depuis 2007 ? Donc j'ai envie de vous dire, sur le plan PubMed, classification level 1, on aura 0. En revanche, on a quand même des idées et on a quand même des avancées sur la prise en charge de ces malades. On a des progrès évidents sur l'outcome de la prise en charge de nos malades. Et en revanche, on a, comme je vous l'ai dit, aucun progrès pour prouver l'efficacité de nos traitements.
Donc les seules recommandations qui vont être proposées, entre autres par la SFAR, seront de niveaux très faibles, 2 ou 3 niveaux de recommandation d'experts, dans la mesure où on n'a pas de preuves scientifiques sur des effets positifs. En revanche, il y a plein d'études qui ont pu montrer des effets neutres ou négatifs de certaines prises en charge. Les 4 axes que je veux aborder sur les nouveautés, en fait, sont à la fois la prise en charge très initiale, et là on a un gros travail avec le DSHOC, le SAMU, et la prise en charge dès l'arrivée du malade. La deuxième partie sera sur principalement l'optimisation du cerveau dans sa prise en charge, et la troisième partie sera les thérapeutiques directement mises en place en réanimation. Le but initial sera de screener très rapidement les malades dont on sait qu'ils vont rentrer dans cette agression hypoxo-ischémique. Et en pratique, déterminer ceux qui seront en défaillance neurologique et qui vont être instables et progressivement se dégrader sur le plan neurologique. Donc les déterminants qu'on peut rechercher et qui vont nous aider à déterminer justement les malades à risque seront des signes neurologiques en rapport avec une baisse du débit sanguin cérébral, comme le coma, des signes d'engagement, d'autres signes liés plutôt une instabilité hémodynamique qui vont aussi nous aider à détecter les malades à risque de baisse de débit sanguin cérébral, et puis d'autres sous-groupes de malades, des malades avec des lésions extracrâniennes ou des malades avec des détresses respiratoires qui, eux, auront probablement plus de désordre au niveau du contenu artériel en oxygène. Le problème, c'est que chez ces malades, l'examen neurologique est extrêmement peu fiable. En pratique, on a beaucoup de faux négatifs. Les malades jeunes sont capables de contrôler et de s'opposer à une diminution de leur perfusion cérébrale en maintenant une bonne tension artérielle ou en jouant sur d'autres facteurs, et finalement beaucoup de malades se présentent avec un Glasgow correct et finalement déjà des troubles neurologiques importants. On a aussi d'autres malades avec des faux positifs, c'est les malades très instables qui, eux, peuvent avoir des signes neurologiques très graves et finalement ne pas avoir de lésions traumatiques au niveau du cerveau, et finalement pouvant aussi gêner l'appréciation de ces malades dès leur prise en charge. Un sous-groupe de malades est très important à identifier, c'est ceux qu'on appelle les token die. Le plus fameux, le plus connu est un grand pilote qui finalement va pas très bien d'après ce que j'ai compris. Mais finalement, on est devant une population de malades qui est capable de maintenir de manière physiologique, en post-traumatique, une perfusion cérébrale de manière transitoire, et puis finalement cette perfusion va se dégrader et les malades vont directement arriver dans des états catastrophiques avec souvent un retard de prise en charge. Une belle étude qui avait été menée justement en 2007 avait pu identifier dans cette cohorte 6%, ce qui me paraissait énorme, mais 6% de malades sur une cohorte de plus de 7000 malades qui avaient évolué vers le décès, et les facteurs de risque identifiés avaient été les prises d'anticoagulants antérieures au trauma, des chocs, donc état hémodynamique instable dès l'admission, et des lésions cérébrales graves sur les scanners. En pratique, maintenant, les différents sous-groupes d'experts ont tendance à penser qu'on ne doit plus utiliser le sacro-saint Glasgow inférieur à 8 comme définition du trauma crânien sévère. C'est probablement trop restrictif et on passera à côté de certains malades qui sont à risque d'évoluer vers une souffrance cérébrale. Donc les Glasgow inférieurs à 11 commencent à déjà être des malades graves. Autre élément très important, c'est la perte de Glasgow. En pratique, si on voit un malade qui, sur différents monitorages du Glasgow, se dégrade, il est à fort risque d'avoir une souffrance cérébrale qui était en maintien artificiel et finalement en dégradation progressive. Les malades en agitation, les malades avec des signes de localisation des anomalies pupillaires, qu'elles soient parfois considérées par excès si jamais il y a une lésion directe du 3, mais on préfère quand même les considérer comme des malades à risque, les malades avec une prise antithrombotique et les malades avec une instabilité hémodynamique. Donc ces malades-là auront besoin d'une prise en charge particulière et d'être vraiment sous les projecteurs des urgentistes, puis, si besoin, un transfert en unité spécialisée. Autre piège de ces malades, c'est que le scanner ultra précoce qu'on essaie de faire maintenant de plus en plus chez nos malades nous donnera des faux négatifs avec des malades qui apparaissent comme faussement graves. Donc je vous ai mis une image d'un malade qu'on avait accueilli en réanimation avec une petite contusion et qui était arrivé Glasgow 14, donc en salle de déchoc, et puis finalement à H16, quand on lui a refait le scanner, on voit bien une contusion qui s'est nettement majorée avec un malade qui s'est enfoncé progressivement avec une dégradation à la fois sur le Glasgow et puis l'apparition d'une mydriase unilatérale. Donc il est nécessaire de refaire des scanners et il est nécessaire de les refaire surtout quand le scanner initial avait été fait très précocement. Autre élément déterminant, un scanner normal chez les malades traumatisés crâniens n'élimine pas une HIC.
Ce qui fait que on peut avoir un malade avec un Glasgow correct, on peut avoir un malade avec un scanner correct, et on va encore avoir 10 à 15% de malades qui peuvent se dégrader et qui peuvent avoir des lésions traumatiques modérées ou sévères. Donc c'est un élément qui va être aussi déterminant dans la prise en charge et qui amène finalement à un troisième argument qui est l'évaluation au lit du malade de l'hémodynamique cérébrale en utilisant le Doppler transcrânien. C'est vraiment un élément qui est déterminant dans la prise en charge et maintenant de plus en plus les sociétés savantes poussent vers son utilisation largue à main nue chez le malade traumatisé avec plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Les pays comme la France ou l'Europe du Nord sont très en faveur de son utilisation. Les pays nord-américains l'utilisent moins, donc les recommandations américaines auront moins tendance à le promouvoir, mais en pratique, on a de plus en plus d'arguments pour dire que cet outil-là nous permet d'évaluer directement ou indirectement à la fois le débit et la perfusion cérébrale. Les trois marqueurs qu'on utilise le plus, et principalement celui qui est le plus déterminant, c'est la vélocité diastolique. La vélocité moyenne est intéressante et l'IP est aussi un acteur très important pour déterminer les malades à risque. La vélocité diastolique est clairement un élément déterminant et qui est probablement celui qui est le moins biaisé par la mesure elle-même. Autre étude très intéressante justement pour ce sous-groupe de malades avec des lésions dites modérées ou mineures. En utilisant le Doppler transcrânien, on est capable de déterminer les malades qui vont se dégrader secondairement. Donc là, ils ont identifié, donc c'est une petite cohorte, une centaine de malades, ils ont identifié les malades qui vont avoir des dégradations neurologiques et ceux qui n'en auront pas. Et on se rend bien compte que les critères Doppler, dès l'admission, sont capables d'identifier, de prédire les malades qui vont évoluer vers une dégradation neurologique. Les valeurs seuil sont à peu près les mêmes que celles que je vous ai présentées auparavant, 25 de diastolique et un IP aux alentours de 1,25, 1,30. Donc c'est vraiment un outil qui apparaît comme étant déterminant pour justement déterminer les malades à risque de dégradation. Et on utilise quasiment plus la clinique pour déterminer ces malades-là. Le scanner est évidemment un aide et il faut rajouter une évaluation de l'hémodynamique avec le Doppler pour pouvoir déterminer les malades à risque qu'il faudra transférer dans un centre pour monitorage dédié et pour traitement dédié de la prise en charge trauma-crânien. Deuxième axe de réflexion et d'optimisation depuis 2007, c'est justement l'optimisation cérébrale dès la prise en charge. Autrement dit, utiliser les outils qui permettent de stabiliser le cerveau lorsqu'il arrive dans les meilleures conditions pour pouvoir lui proposer rapidement les thérapeutiques qui sont adaptées. En pratique, on se rend bien compte qu'il va falloir jouer énormément sur ce qu'on appelait, ce que je vous ai déjà présenté, le transport en oxygène avec à la fois l'hémodynamique et le respiratoire. Donc ça, ce sont des choses assez faciles à mettre en place. Il faut que le malade ait une bonne PAM, il faut que le malade ait une bonne PCO2, il faut que le malade ait une bonne PO2. Si jamais, en revanche, malgré cette prise en charge, on voit apparaître ou persiste une anisocorie ou des signes indirects justement de bas débit cérébral, l'osmothérapie est à dégainer en urgence. Et donc ça, c'est évidemment un élément déterminant aussi dans les recommandations. Et puis enfin, évidemment, le transfert pour un avis neurochirurgical et monitoring. Je voulais vous rappeler ce point déterminant sur le cerveau et la capnie. Le cerveau est très 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 sensible à la capnie dans la mesure où la capnie est un élément déterminant du débit sanguin cérébral par sa capacité à vasoconstricter lorsqu'on est en hypocapnie ou à vasodilater lorsqu'on est en hypercapnie. Et la plus belle image qu'on puisse montrer pour ça, c'est une étude qui avait été menée par nos collègues de Cambridge qui ont la chance d'avoir un PET scan dans leur réanimation, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, et qui ont pu mesurer justement en PET scan un malade traumatisé crânien avec des zones rouges qui sont les zones de bas débit. Lorsqu'on est en normocapnie, voilà l'image qu'on a lorsqu'on se met en hypocapnie. Donc en pratique, maintenant, il est évident par toutes les recommandations que l'hypocapnie sans mesure de monitorage pour savoir dans quel système se situe le malade, est-ce que le malade est en hyperémie, en bas débit cérébral, n'a plus sa place. Donc l'hypocapnie, dès la prise en charge initiale, n'a pas sa place. Il faudra utiliser d'autres armes thérapeutiques pour contrôler l'augmentation de la pression intracrânienne si jamais elle est là. Et c'est pour ça que l'osmothérapie apparaît comme étant réellement l'arme thérapeutique la plus simple et la plus facile et accessible à la fois dès le transport ou dès l'accueil en déchoc, avec soit du sérum salé hypertonique, soit du mannitol. Les études qui cherchent à montrer une différence entre ces deux produits, en pratique, n'arrivent pas à montrer de différence sur ce qui est l'endpoint principal, c'est-à-dire le contrôle de la pression intracrânienne. Donc, pour cela aussi, les sociétés savantes ont tendance à penser que les deux produits sont équivalents pour ce qui nous intéresse réellement, qui est le contrôle de la pression intracrânienne à la phase initiale. Autre point important, je vous en ai parlé, c'est le problème des lésions extracrâniennes. Les malades qui ont un trauma crânien sont rarement avec un trauma crânien isolé et parfois on a besoin de gérer des situations avec de la chirurgie surajoutée.
De plus en plus d'arguments laissent penser que sur des modèles animaux et même sur des études de cohortes humaines, l'association de lésions orthopédiques et de lésions cérébrales va faire exploser la taille des lésions. Et donc de plus en plus, les équipes d'orthopédie et les équipes de trauma ont tendance à utiliser ce qu'on appelle maintenant le concept de damage control, c'est-à-dire éviter aux malades d'avoir une chirurgie lourde et dans la mesure du possible, essayer de mettre plus des systèmes par fixateur externe que par chirurgie d'ostéosynthèse à la phase aiguë. On retarde l'intervention lourde pour qu'elle soit faite dans un deuxième temps, on stabilise les lésions. Pour le moment, cette stratégie sur le plan expérimental paraît satisfaisante, sur le plan humain, pour le moment, n'a pas encore prouvé son efficacité, donc c'est en cours d'évaluation. Quatrième axe, c'est l'objectif thérapeutique de l'HIC. En pratique, comme je vous l'ai dit, l'HIC est un des déterminants qui participent au débit sanguin cérébral. Ce n'est pas le seul déterminant et donc il ne faudra pas jouer la carte de la pression intracrânienne sans considérer que le débit est le point déterminant. Grande étude qui a été publiée en 2012, New England a prouvé que les malades qui sont monitorés n'ont pas forcément un meilleur pronostic que ceux qui ne sont pas monitorés. Cette étude a fait un pavé dans la mare, dans la mesure où on avait l'impression que monitorer nous aidait à traiter mieux nos malades. La conclusion de l'auteur, et je pense qu'elle est assez bonne, mesurer ne veut pas dire guérir en pratique. C'est pas parce qu'on mesure quelque chose qu'on met en place les bons traitements qui sont en regard. L'étude a été très discutée par la suite, dans la mesure où plusieurs études autres avaient prouvé l'efficacité de la mesure de la pique. En pratique, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif, c'est bien sûr de jouer sur la pique, mais de maintenir un bon débit sanguin cérébral. Et mesurer la pique peut à la fois être une mesure fausse, et dans ces cas-là, on va se fourvoyer. On peut aussi considérer que la mesure de la pique contrôlée sera insuffisante si jamais c'est aux dépens du débit sanguin cérébral. Le meilleur exemple étant l'hypocapnie. Mettre un malade en hypocapnie va diminuer le débit sanguin cérébral en contrôlant la pique, et finalement générer des lésions ischémiques. Et dans ce sens, de plus en plus d'auteurs ont tendance à penser qu'il vaut mieux garder un malade à 20 ou 25 de pique si le débit est contrôlé, plutôt que de jouer sur des traitements qui vont diminuer le débit aux dépens d'une amélioration de la pique. Donc en pratique, il faut qu'on optimise la mesure de la pique et il faut qu'on puisse évaluer le débit sanguin cérébral de manière concomitante chez nos malades. La mesure de la pique, c'est principalement par des capteurs qu'on met dans le parenchyme, donc des fibres intraparenchymateuses. On sait qu'elles peuvent dériver, on sait qu'elles peuvent raconter des chiffres faux. Donc pour la moyenne des malades, le delta est assez faible par rapport à une mesure faite sur par exemple des DVE. En revanche, certains malades peuvent avoir des mesures complètement aberrantes et donc il faut réévaluer la mesure de la pique assez régulièrement chez nos malades. Les outils pour améliorer le débit sanguin cérébral, je ne vais pas les aborder parce qu'il va y avoir un topo dédié là-dessus, mais c'est vrai que de plus en plus d'outils apparaissent. Ils sont compliqués, ils sont lourds, ils sont parfois invasifs et finalement il y a deux écoles là-dessus. Certains préfèrent utiliser des outils très invasifs comme la PTiO2, la microdialyse, et puis d'autres au contraire préfèrent utiliser des outils qui sont moins invasifs comme le Doppler et avoir des idées indirectes du débit sanguin cérébral de manière répétée et non invasive. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de littérature pour prouver l'un ou l'autre, mais ces outils-là sont clairement dans le sens d'une estimation améliorée du débit sanguin cérébral chez nos malades. Et le dernier axe que je veux aborder, c'est les thérapeutiques recommandées en réanimation. C'est là où probablement vous m'attendez tous, c'est est-ce qu'il y a maintenant des nouvelles recommandations pour l'utilisation de nouveaux traitements chez nos malades. En pratique, il n'y a pas de recommandations qui vont dans l'utilisation d'un traitement ou d'un autre. De plus en plus, on va vers des systèmes par stratégie step by step. C'est-à-dire on augmente les traitements en fonction de leur toxicité et en fonction de leur adéquation aux lésions du malade. Cette étude, qui avait été faite en 2002, elle a été reproduite en 2010, montre que les centres qui ont une stratégie agressive pour la gestion du débit sanguin cérébral et de la pression intracrânienne proposent un meilleur pronostic à leurs malades. Alors est-ce qu'il y a un biais de recrutement? Est-ce que c'est lié à plein de facteurs? On ne peut réellement pas l'identifier sur ce genre d'études, mais en pratique, il y a quand même un effet centre dans la prise en charge de ces malades. Et comme je vous l'ai dit, de plus en plus, l'idée est de hiérarchiser les thérapeutiques. Il y en a à peu près 8-10 qu'on peut associer. On doit les hiérarchiser en fonction de leur toxicité, toxicité propre, toxicité sur la lésion et toxicité sur le terrain. Et je vous montre le Stepwise Protocol qui avait été mis en place par Columbia dans les années 2000, qui avait mis un ranking comme ça de différentes stratégies, avec l'hypothermie en dernier, l'hyperventilation en 5e position, l'optimisation de la CPP en 3e position. Ce ranking n'est plus vrai, mais c'était ce qu'ils avaient déjà mis comme stratégie, c'est l'idée qu'on puisse associer plusieurs traitements en fonction de leur gravité.
La société de Neurocritical Care a refait un ranking cette fois-ci en 4 étapes, pardon, donc un peu plus récente avec les études plus récemment mises en place et qui permet de montrer qu'en gros il y a un espèce de paquet commun qu'on doit tous mettre en place, c'est-à-dire sédater le malade, corriger sa natrémie, faire en sorte qu'il ait une CPP qui soit correctement adaptée à tous les malades traumatisés crâniens. Ensuite, après, et ça c'est récent, de plus en plus on a tendance à penser qu'il faut drainer ces malades avec une DVE assez rapidement, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas d'hydrocéphalie montrée sur le scanner. C'est débattu, mais ça fait partie de plus en plus des thérapeutiques qu'il faut mettre en place rapidement. Et comme vous pouvez le voir, se rajoute ensuite en step 2 la décompression par craniectomie. Et puis finalement, on voit bien que l'hypothermie, l'hyperventilation, qui étaient des traitements qui étaient proposés assez précocement dans les protocoles des années 2000, commencent à être repoussés de plus en plus. Je veux appuyer sur 2 points. Le point de la DVE, dériver ces malades permet à la fois de mesurer la pique, et donc c'est un point déterminant quand on sait que le monitorage qu'on propose peut parfois shifter, et permet aussi de drainer le LCR qui évite le recours chez certains malades à une hypothermie, au barbiturique et à la craniectomie. C'est vrai dans la mesure où on est dans un centre qui contrôle et qui est capable d'éviter les ventriculites. Si évidemment vous êtes dans un centre où le taux de ventriculite touche 50% ou 60%, cette thérapeutique n'est pas du tout adaptée. Et donc là, on revient finalement à un système où chaque stratégie doit s'adapter aux moyens qu'il a, et chaque centre aura la capacité de proposer des traitements dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions en fonction de la toxicité du traitement lui-même. Autre stratégie qui est un peu plus décriée aussi, mais qui est récente, c'est l'association de différentes sédations. Comme je vous l'ai montré sur le tableau, en deuxième partie, les recommandations proposent de rajouter du propofol. Rajouter du propofol, en fait, permet à la fois de jouer sur la CMRO2, donc diminuer la consommation d'oxygène au niveau du cerveau, en rajoutant sur le midazolam qui n'est pas capable, en fait, de diminuer complètement la CMRO2. Il y a un effet plateau du midazolam. Et donc, en rajoutant les 2 drogues, on est capable, finalement, en combinant les deux drogues, on est capable de diminuer la CMRO2 et finalement de jouer sur l'effet consommation en gagnant un petit peu. Dernier point que je veux aborder avant de terminer, le cerveau et les lésions cérébrales traumatiques ne sont pas une seule maladie. On est en fait en face d'une pathologie très hétérogène, et donc il faudra aussi faire en sorte que les traitements qu'on administre soient directement drivés par la pathologie elle-même présente dans le cerveau. Certains arguments vont dans ce sens-là. Une étude qu'on avait menée à la Pitié qui s'intéressait à l'osmothérapie chez les malades traumatisés crâniens, et on avait pu mettre en évidence que faire une osmothérapie chez les malades qui avaient une petite contusion était rentable sur le plan des variations du poids cérébral. En revanche, chez les malades qui avaient une grosse contusion, on voyait une accumulation de sel au niveau de la contusion avec un gain de poids qui était finalement médiocre, voire négatif. Donc ça, c'est un point qui est déterminant et de plus en plus abordé par les recommandations. Il faudra adapter nos traitements à la pathologie elle-même, à la toxicité du traitement, et pas considérer qu'un traitement puisse guérir tous les malades de manière standardisée. Donc au global, les nouveautés depuis 2007, elles existent. C'est évidemment de passer par des stratégies step by step, éviter la toxicité de certains traitements quand on peut l'éviter, et puis de plus en plus aller vers une classification lésionnelle pour adapter nos traitements en fonction du type de lésion présent chez nos malades. Voilà, je vous remercie pour votre attention.